Se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain, voilà la raison d'être de la mutualité française. La solidarité au cœur du mutualisme, inventer les solidarités ne se fera pas sans la jeunesse. On en parle avec nos invités, Frédéric Gilly, économiste, directeur associé de l'agence Grand Public. Vous avez accompagné la mutualité française dans l'organisation du Forum des jeunes. On va revenir dans le détail sur cette initiative. Martin Richer, dirigeant fondateur de Management et RSE, vous êtes spécialiste des questions de responsabilité sociale des entreprises. Alors, ce Forum des jeunes, c'est ce moment d'échange, d'écoute, illustration de la volonté de la mutualité française d'intégrer la jeunesse à son modèle. Très concrètement, ce sont des débats qui ont été organisés l'année dernière, en 2024, dans 7 villes de France, auxquels ont participé plus de 1000 jeunes. Alors, Frédéric Gilly, racontez-nous quel était l'objectif de départ côté mutualité et qu'ont révélé aussi ces échanges, ces rencontres, ces réunions de la connaissance des jeunes du monde mutualiste. Bien, bonjour et merci de cette invitation et de cette occasion de parler de ce moment-là. L'objectif de départ de ces forums, c'était de comprendre un petit peu mieux le rapport des jeunes à la santé, à la solidarité, aux enjeux de protection sociale. On voit bien aujourd'hui les difficultés dans lesquelles se retrouve une bonne partie des acteurs de la santé. On se pose des questions sur l'individualisme de la jeunesse, qui a moins de problèmes de santé, donc qui prend des mutuelles au rabais ou qui n'en prend pas, qui se désolidariserait. Et donc en fait, la mutualité française a voulu se poser la question et leur poser la question de savoir quel était leur regard sur tout ça. Avec le bruit de fond de la société qui est quand même que les jeunes roulent pour leur gueule, roulent pour eux, plutôt que pour la société et pour les autres. Et ce qu'on a observé, c'est le contraire. D'abord, ils sont venus, ils étaient 250 à 300 dans chacune des salles, et ils s'exprimaient, 40, 50 participations, prises de parole par soir, et ce qu'ils disaient témoignait de ce qu'on voit d'ailleurs dans les statistiques. Les statistiques nous disent que les jeunes sont plus engagés que les générations précédentes. Ils sont plus dans les associations, mais ils ont des modalités d'engagement différentes. Et ce qu'ils nous ont dit, c'est que d'abord, ils avaient des gros problèmes de santé qui n'étaient pas pris en charge, qui n'étaient pas considérés par la société. Et on a senti un sentiment d'abandon sur les questions de santé, de protection sociale, et de santé mentale, sur des problèmes d'endométriose, dont ils considèrent qu'en fait, la société ne les traite pas, sur des questions de maladies professionnelles. Je me souviens notamment à Brest d'un jeune jardinier qui dit « mais en fait, moi, je me suis fait les 2 genoux, et ben en fait, pendant 2 mois, j'ai perdu 500 € par mois. » On voyait bien qu'il n'était pas très aisé, 500 €, c'était énorme pour lui. Et il dit « personne n'est venu me voir, personne ne s'occupe de moi. » Et il se projette, il dit, dans la foulée, il dit « mon collègue, il a 55 ans aujourd'hui, il a le dos et les genoux ruinés. Moi, je ne sais pas jusqu'à quand je devrais devoir travailler, mais en l'occurrence, je vois bien que ma santé aujourd'hui et ma santé et mes conditions de vie dans 30 ou 40 ans, tout le monde s'en fout. » Il terminait comme ça. Et on en a eu des dizaines de témoignages comme cela, signe de la mobilisation, l'intérêt, la disponibilité et le fait que cette jeunesse, elle a des valeurs énormes et qu'elle se sent en jachère. Alors, je vais vous faire réagir, Martin Richer. Les mutuelles font du collectif, de l'entraide, finalement du lien social, leur moteur. Ce lien, c'est donc aussi celui qui qui les unit à la jeunesse. Quel regard est-ce que vous portez sur cette envie commune de se rencontrer? D'un côté, cette envie de la jeunesse de s'impliquer, d'avoir une place, de prendre sa place, de contribuer aux réflexions, et puis de l'autre, l'envie de la mutualité française de l'intégrer. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est le décalage. Le décalage entre la représentation sociale dominante, le regard qui est porté sur les jeunes, qu'on voit comme une sorte de narcisse qui se contemple toute la journée devant son Facebook, son Instagram, son Snapchat et tutti quanti, et la réalité que Frédéric Gilly vient d'indiquer.
Pour donner un chiffre, moi qui me parle beaucoup, c'est une enquête qui a été faite par une association qui s'appelle Recherche et Solidarité, tout récemment. C'est une enquête qui est sortie en 2023, qui montre que si on compare le don, c'est-à-dire les dons monétaires que font chacune des générations par rapport à leurs revenus, sachant que les jeunes ne sont pas ceux qui gagnent le plus, eh bien on s'aperçoit que dans la tranche des 18 à 27 ans, les plus jeunes, on est à 2,5% et c'est de loin la tranche la plus élevée, enfin le pourcentage le plus élevé. Donc certes, les jeunes ne sont pas forcément les plus riches, mais ce sont ceux qui donnent le plus en fonction de leurs revenus, ce qui met à bas cette image de ceux qui ne roulent que pour leur gueule, etc. Donc les jeunes sont très attentifs à ça. Dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises, qui est le domaine qui m'occupe, on le voit très bien apparaître. La RSE, de plus en plus, dans les entreprises, est une façon justement de créer du commun, de créer de la cohésion, de donner à chacun, de contribuer en tout cas à donner à chacun un sens à ce qu'il fait, un sens à son travail. On connaît la grosse problématique aujourd'hui du sens au travail, du bullshit job, etc. Et là aussi, il y a une enquête très intéressante qui a été faite auprès des 18-30 ans par Opinionway, publiée en juillet 2023, pour demander à cette catégorie de jeunes quels sont les sujets de société qui les touchent le plus, sur lesquels ils ont envie de s'impliquer, eux, personnellement. Alors, numéro 1, c'est l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui mobilise 85% d'entre eux. Numéro 1, à égalité, l'équilibre vie perso-vie pro. Numéro 3, le handicap. C'est très intéressant de voir le handicap si haut dans les préoccupations des jeunes, 81%. Et enfin, 80%, l'environnement. Donc on voit ici qu'on a 4 thématiques qui font partie de la RSE, qui sont en tête des préoccupations des jeunes. Donc même si on les décrit comme des individualistes ou bien des carriéristes, des gens qui ne voient que leur parcours professionnel, le salaire, prendre les meilleurs jobs, etc., la réalité est tout autre. Et justement, je vais vous citer Frédéric Gilly, nous avons toutes les cartes en main pour préparer la France de 2050. Ce sont vos mots. Prendre soin de notre solidarité, ça passe aussi par le renforcement du lien donc avec la jeunesse. Quel rôle est-ce que vous voyez pour cette jeunesse aujourd'hui ? La jeunesse, c'est elle qui va inventer la France de demain. Donc le rôle, il est décisif. La question, elle s'adresse plus à nous, aux générations qui ont 40 ans et plus. Quelle place nous sommes prêts à leur faire ? Parce que les jeunes, ils ont le mort aux dents et ils attendent qu'une seule chose, c'est aider, c'est contribuer. Enfin, moi, je le vois dans ma propre entreprise, quand on donne des responsabilités, on est rarement déçu. Enfin, on a des jeunes extrêmement bien formés, avec un niveau d'engagement et de valeur phénoménal. Je ne parle pas de tous les jeunes, il ne faut pas faire des généralités. Mais ce que j'observe dans la société française, c'est que globalement, les postes de pouvoir et les postes de responsabilité sont encore largement trustés par des non-jeunes. Et c'est même pas juste que les postes de pouvoir sont trustés, c'est qu'on ne confie pas de responsabilité, on ne fait pas confiance aux jeunes. Vous savez, on parle beaucoup du problème de défiance des Françaises et des Français vis-à-vis de leurs dirigeants. Au quotidien, j'observe que ce problème de défiance, il a une source principale qui est la défiance des dirigeants vers leurs concitoyens. Les dirigeants, les élites françaises ne font pas confiance aux Françaises et aux Français. Ils ont largement tort, parce que c'est eux qui font tourner les entreprises, c'est eux qui font tourner les assos, et ça ne servait à rien d'amener 85% d'une classe d'âge au bac et 50% d'une classe d'âge à bac plus 3, si ce n'est pas pour confier des responsabilités et faire confiance dans l'intelligence des gens. Mais aujourd'hui, la société française, les dirigeants au masculin essentiellement de cette société française ne font pas confiance aux Françaises et aux Français. Et on a le même problème avec les jeunes, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont les clés du camion ne font pas confiance aux jeunes. Or, si on les traite mal, ils finiront par se désengager, par aller planter les tomates au soleil, comme dans la chanson de Starmania. On s'intéresse là en ce moment tous les trois à la jeunesse et aux nouvelles solidarités. Mais Martin Richer, pourquoi est-ce qu'on se pose
aujourd'hui cette question d'inventer les nouvelles solidarités? C'est un contexte, on parle transition démographique à venir, numérique, environnementale, désertification médicale. Ce sont autant de points qui vont venir percuter les besoins sociaux et donc créer de nouveaux besoins et donc de nouvelles solidarités. Oui, effectivement, je pense qu'on est au cœur des valeurs du mouvement mutualiste ici. Bon, il se trouve que, en tant que consultant externe, c'est moi qui ai accompagné la mutualité française pour élaborer cette raison d'être que vous avez citée tout à l'heure. Ça nous a mis plus d'un an. Hein, ça nous a Alors pris je la plus rappelle d'un an. peut-être, cette Oui, très raison bien. d'être de la Je vous en mutualité prie. française, se protéger mutuellement aujourd'hui pour ensemble construire les solidarités de demain. Voilà, c'était d'ailleurs l'objet du dernier congrès il y a 3 ans, qui était de rendre compte de cette démarche qui s'est traduite par de nombreux groupes de travail, par un roadshow que Éric Chenu et son équipe ont fait à travers la France. Donc, inventer les solidarités de demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, la mutualité a dans ses mains une réponse absolument essentielle à une question clé. La question clé, elle est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qui nous tient ensemble? Et vous savez, chaque année, le CESE fait un rapport, le rapport annuel du CESE, que moi je consulte toujours avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils font la synthèse de tous les travaux qu'ils ont fait dans l'année. Et dans le dernier rapport qui est sorti en octobre 2024, il y avait un chiffre absolument détonnant. 24% des Français considèrent qu'ils ne font pas vraiment, ils ne se sentent pas partie intégrante de la société française. Un quart pratiquement. C'est beaucoup. Et quand vous regardez qui sont ces 24%, il y a de tout. Il y a bien sûr des hommes et des femmes. Il y a des vieux, des jeunes et des entre les deux. Pour moi, un vieux, ça n'est rien d'autre qu'un jeune qui a mal tourné. Bon, et un jeune, ça n'est rien d'autre qu'un vieux en puissance. Il y a aussi des gens qui sont un peu les laissés pour compte de la société, mais il y a également des gens qui sont très à l'aise financièrement. Donc ces 24%, ils représentent la société française et ils considèrent que rien ne les rattache à la société. Et donc, inventer les solidarités de demain, c'est vraiment ça qui est au cœur et la mutualité est là pour ça, et elle a quand même un certain nombre de clés. Une des clés, même si ça paraît un peu ringard de dire ça en 2025, c'est l'histoire. Le mouvement mutualiste s'est fondé sur l'idée de solidarité. Au départ, les premiers mutualistes, c'était des gens très catholiques qui n'avaient pas envie, s'ils mouraient et qu'ils n'avaient peu de famille ou peu de moyens financiers, ils risquaient que leurs dépouilles ne soient pas enterrées dans les bonnes conditions. Et donc, les premières solidarités, la naissance du mouvement mutualiste, c'est ça. C'est l'idée, effectivement, de tisser des liens de solidarité pour être sûr qu'on aura la bonne sépulture. Eh bien, il faut le continuer et réinventer les nouvelles solidarités, d'où la raison d'être. Et donc l'enjeu aujourd'hui, on le comprend bien avec vous deux, l'enjeu c'est de répondre donc aux défis futurs, préserver cette solidarité face à ces perspectives. Frédéric Gilly, quelles vous semblent être les priorités? Que vous ont dit, que vous disent les jeunes que vous avez rencontrés lors du Forum des jeunes l'année dernière? Je vais répondre, mais avant, juste, je rebondis sur cette question de l'histoire, parce que on est dans un moment très paradoxal de ce point de vue-là. On est en train de sortir d'une phase qui a mis 150 ans à se structurer, on va dire de capitalisme industriel, dont la quasi-totalité des institutions dans lesquelles on vit aujourd'hui sont le produit. Et quand on se projette dans ne serait-ce que 30 ans, c'est très très court, 30 ans. C'est un tiers de vie humaine aujourd'hui. Donc ça va aller très très vite. Le climat change. La répartition démographique et la composition démographique de la population change avec le vieillissement. La répartition des habitants sur la planète change. Les modèles industriels vont changer. C'est-à-dire tout ce qui a fondé les équilibres sociaux et les institutions dans lesquelles on vit, la famille, l'école, les systèmes de santé, la sécurité sociale, tout ça va être profondément percuté avec des besoins de solidarité nouveaux entre des territoires, entre des secteurs d'activité, entre des catégories d'habitants. C'est un exemple, mais dans le livre dont vous parliez tout à l'heure, on a regardé quels étaient, à horizon 15 ans, les endroits et l'état du marché local de l'habitat. On a aujourd'hui une dizaine de départements en France dont plus de la moitié des maisons et des logements sont habités et possédés
par des personnes de plus de 65 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, dans ces endroits-là, vous avez 50% du stock qui arrive sur le marché. En économie, on appelle ça un crack. Sauf que on compte aujourd'hui, comme on n'a pas complètement financé le 5e branche de la sécurité sociale, comme on n'a pas complètement financé la dépendance des personnes âgées, aujourd'hui, implicitement, on dit la classe moyenne baby-boomer, ils ont des maisons, ils pourront solder le capital pour payer leur retraite, leur dépendance. Sauf que si le capital, au moment à 80 ans, le capital, il ne vaut plus rien parce que toutes les maisons du coin, elles ont été vendues, on va se retrouver avec des départements entiers dans lesquels des personnes de 85 ans seront à la rue. Ça suppose de se poser un minimum la question, de se projeter collectivement, parce qu'on va avoir à réinventer. Dans le Jura, on n'aura probablement aucun problème, mais dans la Dordogne, on aura des problèmes massifs. Mais alors justement, ce point que vous soulevez là, est-ce que les jeunes avec qui vous avez échangé l'ont en tête? Est-ce que c'est un sujet qui revient sur la table? Est-ce qu'ils ont cette conscience? Les jeunes, ce qu'ils nous ont dit notamment, c'est sécurité sociale, retraite, chômage. Vous savez, depuis qu'on est au collège, on nous explique qu'on n'y aura pas droit. Et donc en fait, ils ont comme intégré que la protection sociale telle qu'on l'a connue, elle n'existait pas pour eux. C'était effarant. Quand on sortait des forums avec les dirigeants de la mutualité française, ils entendaient des témoignages par dizaines de gens dont ils se regardaient entre eux, ils disaient mais en fait ça c'est un problème de non-recours. Ça, il y a une personne qui est en train de se faire abuser par... Donc en fait, il y a aujourd'hui, les jeunes font comme... Enfin, c'est comme s'ils faisaient sans le système actuel. Et c'est pas qu'ils soient individualistes, parce que beaucoup en auraient besoin. Mais ils pensent que ce système n'existe plus. Il est trop compliqué, il est trop administratif, ils viennent pas les voir. Et donc en fait, ils attendent de la société qu'elle leur tende la main. C'est essentiellement ça. Alors évidemment, quand on parle jeunesse, solidarité, nouvelle solidarité, finalement, on sous-entend aussi la question de l'engagement, la question du renouvellement de la vie militante, parce qu'il faut le rappeler de façon peut-être un peu prosaïque, mais les mutuelles, ce ne sont pas que les remboursements de lunettes, il y a aussi un très fort caractère militant. Bien sûr, et c'est ce qui fait la force du mouvement mutualiste. C'est une des raisons pour lesquelles on a un reste à charge en France qui est l'un des plus bas des pays de l'OCDE. C'est justement parce qu'on a cette complémentarité entre cet énorme engin bureaucratique qu'est la sécurité sociale et les mutuelles qui apportent énormément de qualitatif. Alors certes, certains grincheux vont dire ça coûte cher parce qu'il y a du double emploi, etc. Mais la réalité des choses, c'est que cette culture de militance que porte le mouvement mutualiste apporte énormément au service des gens, beaucoup plus que le monstre sécurité sociale qui, effectivement, résonne plutôt en process et en silo. Alors, ce qui est important, c'est de donner aux jeunes l'envie de s'impliquer là-dedans, parce que je disais qu'il est faux de considérer que les jeunes ne sont pas engagés. Si, ils sont engagés, mais en revanche, l'engagement a changé de forme. L'engagement s'est beaucoup modifié ces dernières années. Et notamment, on ne s'engage plus aujourd'hui pour des organisations. Donc voilà, le Parti communiste, les partis politiques en général, c'est un peu fini, même si certains qui sont parfois qualifiés de monstres froids bougent encore. Les syndicats, ils ont du mal, hein, même s'il y a eu une petite recrudescence après les conflits sur les retraites il y a 2 ans. Mais de façon générale, l'engagement vis-à-vis de grandes organisations, on pourrait parler de la religion aussi, hein, ça s'étiole. Mais en revanche, les jeunes s'engagent pour des causes, des sujets ponctuels qui leur tiennent à cœur. Alors pour l'un, ça va être de faire une maraude avec l'armée du salut. Pour l'autre, ça va être de soutenir une assoce qui creuse des puits en Afrique subsaharienne. Chacun trouve sa forme d'engagement. Il y a un petit peu de consumérisme là-dedans, hein. On prend ce qui correspond à nos valeurs, à nos convictions. Mais c'est bien, il faut accompagner ce mouvement. Or, aujourd'hui, les associations et les grands mouvements comme le mutualisme, à mon sens, hein, ne sont pas encore tout à fait suffisamment souples, agiles, pour prendre en compte ce type de choses. Et du coup, la notion de militant est en train de changer radicalement. Regardez par exemple dans les entreprises, un phénomène qui a éclaté il y a 2-3 ans,
les collectifs. Les collectifs, c'est des salariés qui trouvent que leur boîte ne va pas tout à fait aussi vite et aussi fort qu'il faudrait pour respecter l'environnement et la biodiversité. Alors ils se mettent ensemble, ils créent une association et ils vont challenger leur direction. Ils vont prendre à témoin le DG dans les événements internes à l'entreprise. Ils vont convoquer une réunion avec la direction développement durable ou avec la DRH pour essayer de pousser les choses en avant. Donc, ce n'est pas la même chose que le syndicalisme, qui, lui, est reconnu, code du travail, etc. Là, c'est quelque chose de spontané, qui vient du bas. Et là, on trouve deux types d'entreprises. On trouve les entreprises qui ont peur de ça et qui, donc, sont sur leur réserve et qui essayent plutôt d'éteindre cet incendie positif. Et puis, on a les autres qui ont compris qu'elles peuvent en faire un atout considérable et qu'elles peuvent, finalement, trouver une force dans ce mouvement qui vient. Donc être militant aujourd'hui, c'est très différent de ce que c'était dans l'après-guerre. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Martin Richer, parce que susciter et favoriser l'engagement des jeunes, c'est l'une des propositions formulées lors du Forum des jeunes. Et je me tourne à nouveau vers vous, Frédéric Gilly, puisque vous avez accompagné, je le rappelle, la mutualité sur cette initiative. Ce Forum des jeunes, il a donc permis la co-construction de propositions sur lesquelles la mutualité s'est engagée. Et parmi les autres priorités communes mises en avant par les jeunes, il y a le mentorat et un programme de parrainage intergénérationnel, la question de la gouvernance aussi, indemniser et valoriser les jeunes militants. Ce sont là autant d'améliorations qui pourraient finalement changer la donne et donner envie à plus de jeunes de rejoindre par exemple le mouvement mutualiste et de contribuer en cela aux solidarités de demain. Oui, mais c'est intéressant ce que disait Martin Richer à l'instant, quand il disait la façon que les entreprises ont de réagir. Certaines ont peur et d'autres savent accueillir. Quand on a parlé de mentorat avec les jeunes, ils nous ont dit du mentorat, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on a besoin de mieux comprendre les institutions dans lesquelles on rentre, donc on a besoin de mentorat. Mais les institutions, elles ont aussi besoin de comprendre pourquoi on rentre et qui nous sommes. Et donc il faut que le mentorat, ce soit dans les deux sens, parce que sinon, si c'est encore une fois pour avoir la leçon des générations d'avant, on ne restera pas. Et de manière globale, c'est pareil en matière de communication. Ils nous disent en fait, c'est pas parce qu'on est jeune que pour nous parler, il faut TikTok, Snapchat et les influenceurs qui causent wesh wesh. Enfin, si vous pensez ça de nous, déjà vous partez sur une mauvaise base. Vous avez besoin de venir nous écouter, comprendre le monde tel que nous le voyons, comprendre les problèmes que nous rencontrons, et à ce moment-là, vous serez capable de nous apporter des solutions. Parce qu'aujourd'hui, sans doute qu'une partie des solutions que vous proposez, elles sont bien, mais vous ne les avez jamais conçues, pensées ou organisées avec nous. Et quand on parle de solutions, on ne parle pas juste de solutions pour la protection sociale ou l'organisation de la société. On parle aussi de questions d'organisation interne dans les entreprises, dans les antennes locales sur la façon d'accueillir les militants. Et ça, ils nous disaient, c'est quand on est accueilli et qu'on ne nous parle même pas, alors qu'en fait, ils sont en train de faire des blagues entre eux. Ils sont sympas, mais ils sont en train de faire des blagues entre eux. Ils savent exactement le nombre de sucre qu'il faut dans le café de l'un et de l'autre. On ne se sent pas accueilli. Et c'est ça qu'il faut arriver à développer. C'est considérer que les jeunes sont une solution et pas un problème. Alors je vais vous laisser le mot de la fin, Martin Richer, parce qu'on pourrait en parler évidemment pendant très longtemps, mais je vois le temps qui file. Cette solidarité dont on parle depuis tout à l'heure, finalement, c'est une solidarité qui est choisie, qui est émancipatrice. On est très loin de l'assistanat. Et effectivement, elle est co-construite, pour utiliser un mot un peu à la mode et un peu pédant. Chacun, effectivement, doit y amener sa part. Si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises, les jeunes, contrairement à l'image qui est souvent véhiculée, les jeunes sont des glandeurs, ils arrivent en retard, etc., les jeunes se projettent beaucoup dans leur travail, plus que leurs aînés. Ils en attendent plus. C'est normal d'ailleurs, parce qu'ils ont compris que le travail, ce n'est pas juste un gagne-pain, c'est aussi un moyen de s'insérer dans la société, c'est un moyen éventuellement de construire quelque chose, de s'exprimer, c'est l'œuvre. Et donc, impliqués dans le travail, ils sont aussi en recherche d'espace dans lequel ils peuvent s'exprimer. Et là aussi, il y a des entreprises qui bloquent un peu où on veut voir qu'une seule tête et il faut demander l'autorisation avant de lever le petit doigt. Et il y a d'autres entreprises qui
qui ont compris qu'on n'est plus dans la main-d'œuvre aujourd'hui, on est dans le cerveau d'œuvre, et qu'une entreprise qui gagne, c'est celle qui est capable de mettre à profit non pas les 10 cerveaux du comité de direction, du COMEX ou du conseil d'administration, mais l'ensemble des cerveaux qui composent l'entreprise, et donc de donner à chacun des espaces où on peut s'exprimer, donner le meilleur de soi-même, comme on dit. Et là, il y a une opération gagnant-gagnant pour les entreprises, parce que celles qui comprennent ça seront plutôt les meilleures en termes de compétitivité, mais elles sont aussi les meilleures en termes de qualité de vie au travail, de capacité à éviter les risques psychosociaux et à donner à chacun finalement un espace de travail à la fois enrichissant et sain. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci. On se retrouve plus tard.